Pourquoi les nations africaines dirigées par des juntes militaires sont-elles attaquées? Y a-t-il une puissance externe derrière ces attaques qui tente de prouver que les dirigeants sont incapables? Récemment, le Mali a été attaqué, et il n'y a pas si longtemps, le Burkina Faso aussi. Alors, pourquoi ces nations sous contrôle de juntes sont-elles dans le collimateur? Quel est le jeu qui se joue? Découvrons-le. Le Mali, un pays avec une histoire d'instabilité politique et d'insurrection, a connu un événement marquant le 17 septembre 2024. Une double attaque d'une grande ampleur a secoué cette nation dirigée par une junte. Un groupe lié à Al-Qaïda, le JNIM, a semé la terreur dans la capitale, Bamako, revendiquant une opération spéciale. Le premier attentat a visé un centre d'entraînement militaire, tandis que l'autre s'est déroulé dans un aéroport militaire. Aux premières heures du matin, des attaques coordonnées ont ciblé deux endroits stratégiques, un centre d'entraînement de la gendarmerie dans le quartier de Faladier et l'aéroport international Modibo Keïta. Ce fut le premier assaut majeur sur la capitale depuis le coup d'État de 2020, qui avait porté au pouvoir le colonel Assimi Goïta et sa junte, provoquant une onde de choc à travers le pays et soulevant des inquiétudes à l'échelle internationale. Cette attaque n'était pas une simple explosion de violence. Elle avait été méticuleusement planifiée et exécutée pour transmettre un message clair. Vers 5h30 du matin, alors que la ville s'éveillait à peine, des coups de feu et des explosions ont été entendus au loin. À l'aéroport, le moteur de l'avion présidentiel a été incendié, un acte symbolique destiné à humilier le gouvernement. L'aéroport, un point névralgique de la connectivité du Mali avec le monde, est devenu l'épicentre de la destruction, les insurgés cherchant à frapper un symbole de fierté nationale. Pendant ce temps, au centre d'entraînement de la gendarmerie, des combats féroces ont éclaté entre les assaillants et les forces de sécurité. Cet établissement, situé dans une zone stratégique de Bamako, revêt une grande importance pour le gouvernement puisqu'il abrite des unités d'élite chargées de maintenir l'ordre dans le pays. Les assaillants visaient non seulement à infliger des dommages matériels mais aussi à porter atteinte à l'image de la junte, qui avait promis de ramener la stabilité et la sécurité au Mali. Le moment de l'attaque était particulièrement significatif. Le même jour, la junte devait ouvrir un procès majeur concernant la corruption autour de l'achat d'un avion présidentiel. Ce procès était perçu comme un symbole des efforts de la junte pour lutter contre la corruption qui sévissait sous le régime précédent. Cependant, au lieu de se concentrer sur cette promesse de réforme, le pays se retrouvait aux prises avec la plus grande violation de sécurité depuis des années. Bien que l'armée ait rapidement repris le contrôle et neutralisé de nombreux assaillants, le dommage symbolique était fait. Le pays, déjà en proie à des divisions internes et à des menaces, fait face à un nouveau niveau d'insécurité. Cet incident a non seulement mis en lumière la force opérationnelle des groupes insurgés, mais aussi leur capacité à frapper au cœur de la capitale. Cela montre un changement de tactique, passant d'une insurrection rurale à des attaques directes contre des cibles urbaines hautement sécurisées et symboliques. Les événements du 17 septembre 2024 marquent un tournant pour le Mali, qui pourrait avoir des répercussions profondes pour la junte et l'avenir du pays. Alors, qui a revendiqué ces attaques? Le JNIM, un groupe insurgé bien implanté dans la région du Sahel, a rapidement revendiqué l'attentat. Le JNIM est un acteur central de l'insurrection en cours au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Leur revendication de responsabilité est intervenue quelques heures après l'attaque, avec des déclarations vantant les pertes humaines et matérielles infligées aux forces armées maliennes. Selon le JNIM, cette opération était une attaque spécifique et bien planifiée contre l'armée malienne et ses forces d'élite de la gendarmerie, qu'il présente comme faisant partie d'une campagne plus large contre l'influence étrangère dans la région. Bien que le gouvernement malien n'ait pas encore fourni de bilan officiel des victimes, des sources locales indiquent que des dizaines de personnes auraient été tuées et de nombreuses autres blessées. Les cibles de l'attaque, à savoir l'aéroport et le centre d'entraînement de la gendarmerie, suggèrent une volonté de paralyser l'appareil de sécurité du Mali et de lancer un avertissement à la junte, montrant que leur contrôle du pouvoir est loin d'être assuré. Cependant, qui se cache réellement derrière ces attaques? Le groupe a revendiqué la responsabilité, mais l'ampleur et la coordination de cette attaque soulèvent des soupçons quant à une éventuelle implication extérieure. Les groupes insurgés comme le JNIM ne sont souvent pas des acteurs isolés. Ils opèrent dans un réseau de soutien externe, tant financier que logistique. Ce soutien peut provenir de gouvernements étrangers, d'individus ou de réseaux cherchant à déstabiliser des régions pour des gains politiques ou économiques. Dans le cas du Mali, l'implication de forces externes ne peut être écartée. La position stratégique du pays dans le Sahel, une région riche en ressources naturelles, en fait une cible de choix pour les puissances étrangères qui cherchent à exercer leur influence.
Le retrait des troupes françaises du Mali après l'arrivée au pouvoir de la junte a créé un vide de pouvoir, que les groupes insurgés exploitent désormais. Mais il pourrait y avoir plus en jeu ici. Le moment de l'attaque, juste avant le début du procès de la junte sur la corruption, laisse penser à une tentative potentielle de discréditer le nouveau gouvernement et de saper ses efforts pour éradiquer la corruption et restaurer l'ordre. La relation entre les groupes insurgés et les acteurs externes est souvent obscure, mais dans le cas du Mali, il y a de fortes indications que des puissances étrangères pourraient tirer les ficelles en coulisses. Des groupes comme le JNIM prospèrent dans des environnements instables, et les forces externes peuvent les utiliser comme des pions pour maintenir le contrôle sur une région qui fait depuis longtemps l'objet de compétitions internationales. L'attaque du 17 septembre peut être vue comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à affaiblir la junte et à garder le Mali dépendant de l'aide militaire et financière étrangère. Cela nous amène à une question. Pourquoi le Mali est-il devenu une cible d'attaque après le coup d'État militaire? Les forces externes derrière ces attaques désapprouvent-elles la nouvelle junte? Depuis le coup d'État de 2020, le Mali est en état de flux politique et militaire. Le colonel Assimi Goïta, qui a dirigé le coup d'État, avait promis de stabiliser le pays et de rétablir la sécurité. Cependant, la réalité s'avère bien plus complexe. Le gouvernement militaire a eu du mal à contrôler l'insurrection, qui n'a fait que s'intensifier ces dernières années. Mais pourquoi ces groupes sont-ils devenus plus agressifs depuis que la junte a pris le pouvoir, et y a-t-il des forces externes influençant cette escalade? Une explication possible réside dans la junte elle-même. Le gouvernement de Goïta a exprimé son désir de distancier le Mali de l'influence occidentale, en particulier celle de la France, qui a longtemps maintenu une présence militaire controversée dans la région. Le retrait des troupes françaises, une décision soutenue par la junte, a laissé un vide sécuritaire que des groupes comme le JNIM sont impatients d'exploiter. Cependant, ce retrait a également créé des tensions avec des puissances externes qui pourraient ne pas être satisfaites de l'orientation prise par la junte. De nombreux experts pensent que les attaques ne sont pas uniquement l'œuvre de groupes insurgés, mais sont également influencées par des acteurs externes qui ont un intérêt à déstabiliser la junte. Ces forces pourraient inclure des gouvernements étrangers, des sociétés de sécurité privées, ou même des multinationales ayant des intérêts dans les ressources naturelles du Mali. En sapant la capacité de la junte à gouverner, ces acteurs externes peuvent maintenir le contrôle sur les ressources précieuses de la région et garder le Mali dépendant de l'aide et de l'assistance militaire étrangère. Le moment de l'attaque du 17 septembre, qui survient juste avant le début d'un grand procès pour corruption de la junte, soulève des questions quant à la tentative potentielle de forces externes d'affaiblir la légitimité du gouvernement. En créant une atmosphère de chaos et d'insécurité, les groupes insurgés et leur soutien peuvent éroder la confiance du public envers la junte et ouvrir la voie à un retour de l'intervention étrangère. Le désir de la junte de tracer une voie indépendante pour le Mali peut être perçu comme une menace pour ces puissances externes, qui bénéficient depuis longtemps de l'instabilité de la région. Dans ce contexte, les attaques peuvent être vues comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à renverser la junte et à rétablir un gouvernement plus malléable. Que ces forces externes souhaitent ou non l'éviction de Goïta, ce qui est évident, c'est que les attaques contre le Mali ne sont pas uniquement l'œuvre d'insurgés locaux, elles font partie d'un jeu géopolitique plus large dans lequel l'avenir du Mali est en jeu. À ce contexte s'ajoute le cas du Burkina Faso, dirigé par le chef de la junte Ibrahim Traoré, qui a également connu une montée en puissance des attaques insurgées. Comme au Mali, le Burkina Faso est confronté à des groupes insurgés opérant dans le Sahel, dont beaucoup sont liés à des réseaux internationaux. Mais la question reste posée, pourquoi ces attaques ont-elles lieu maintenant, et pourquoi les gouvernements dirigés par des juntes sont-ils particulièrement visés? La réponse pourrait se trouver dans le contexte géopolitique plus large. Tant le Mali que le Burkina Faso ont pris des mesures pour se distancier de l'influence occidentale, en particulier celle de la France. Le gouvernement de Traoré, tout comme celui de Goïta au Mali, a exprimé la nécessité d'une plus grande souveraineté africaine et d'une réduction de la présence militaire étrangère. Ce virage vers l'autonomie n'a pas échappé aux puissances externes, dont beaucoup ont des intérêts de longue date dans les ressources et la position stratégique de la région. Les leaders des juntes dans les deux pays ont également pris des mesures pour renforcer leurs liens avec des puissances non occidentales, comme la Russie et la Chine, menaçant ainsi de bouleverser l'équilibre des pouvoirs traditionnellement dominés par l'Occident. En favorisant l'instabilité par le biais d'attaques insurgées, les forces externes cherchent peut-être à empêcher ces gouvernements de consolider leur pouvoir et de poursuivre des politiques susceptibles d'affaiblir l'influence occidentale dans le Sahel. L'augmentation des attaques contre les nations africaines dirigées par des juntes pourrait effectivement indiquer que ces dirigeants perturbent les puissances externes. En rejetant les bases militaires étrangères, en limitant l'exploitation étrangère des ressources et en poursuivant des politiques de souveraineté économique et politique, ces gouvernements s'opposent à un système de contrôle qui a longtemps dominé le continent. Cependant, cette voie est semée d'embûches,
comme en témoigne la violence croissante. L'une des questions clés auxquelles ces gouvernements sont confrontés est de savoir s'ils peuvent poursuivre sur cette voie sans céder à la pression des groupes insurgés et de leur soutien externe. La tentation de revenir au statu quo, où les puissances étrangères dictent les conditions de gouvernance et de sécurité, sera toujours présente, surtout face à la montée des attaques. Mais céder serait abandonner les principes mêmes que ces juntes prétendent défendre. La solution ne consiste donc pas pour ces gouvernements à quitter le pouvoir, mais à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. Cela signifie confronter les forces externes qui alimentent l'insurrection, que ce soit par le biais de soutien financier, d'aide militaire, ou d'opérations secrètes. Cela implique aussi de renforcer les institutions de l'État pour qu'elles puissent résister aux pressions internes et externes. Les nations africaines doivent également collaborer pour développer des solutions régionales aux défis de sécurité auxquels elles font face. L'Union africaine et les organisations régionales comme la CEDEAO peuvent jouer un rôle crucial dans la coordination des efforts pour combattre l'insurrection et réduire l'influence étrangère. En favorisant une coopération accrue entre les États africains, ces gouvernements peuvent présenter un front uni contre l'ingérence extérieure et bâtir un avenir plus stable et prospère pour le continent. Au final, la seule façon pour l'Afrique de se libérer réellement du contrôle externe est que ces gouvernements restent fermes dans leur engagement pour la souveraineté et l'autonomie. Ce ne sera pas une tâche facile, mais l'alternative, rester sous la coupe des puissances étrangères, n'est plus acceptable. Les récentes attaques peuvent être un signe que ces gouvernements sont sur la bonne voie, mais elles rappellent aussi que le chemin vers une véritable indépendance est long et semé d'obstacles. En affrontant ces défis de front, l'Afrique peut enfin se libérer des chaînes du contrôle extérieur et construire un avenir qui lui appartienne véritablement. Dans tout cela, une déclaration de l'Occident se fait entendre. Le discours tenu par de nombreux gouvernements occidentaux et les médias après les attaques est clair. L'instabilité au Mali et dans d'autres nations africaines est le résultat d'une mauvaise gestion des gouvernements de junte. Cette ligne de raisonnement, bien que subtile, porte une implication puissante. Si la junte n'avait pas pris le pouvoir, peut-être que le pays n'aurait pas sombré dans un tel chaos. C'est un message qui vise à affaiblir la crédibilité de ces régimes militaires en suggérant que la cause première de la violence est une mauvaise gestion interne plutôt qu'une interférence externe. Mais cette narrative est-elle exacte ou fait-elle partie d'une stratégie plus large pour saper ces gouvernements africains? Pour comprendre ce qui est en jeu, il est essentiel de se demander qui bénéficie de ce portrait. L'Occident, qui a historiquement maintenu son influence dans de nombreux pays africains, surtout dans les anciennes colonies, voit son emprise diminuer ces dernières années alors que de plus en plus de nations africaines se tournent vers l'autonomie et rejettent la présence militaire occidentale. Ces gouvernements dirigés par des juntes, notamment au Mali et au Burkina Faso, ont ouvertement défié la présence occidentale de longue date, avec le Mali allant même jusqu'à expulser les forces françaises de son territoire. Ce rejet a naturellement provoqué de l'inconfort dans les capitales occidentales, qui se sont appuyées sur ces relations pour exercer un contrôle géopolitique et tirer un avantage économique en Afrique. En présentant les attaques comme une conséquence de la gouvernance des juntes, l'Occident, subtilement ou non, prépare le terrain pour un retour à l'ancien statu quo, où les nations africaines dépendaient du soutien militaire occidental pour assurer leur stabilité. Si ces gouvernements sont perçus comme illégitimes ou incompétents, les forces extérieures peuvent justifier leur intervention, se positionnant comme la solution à un problème qu'elles ont elles-mêmes contribué à créer. Pour les habitants du Mali, du Burkina Faso, et d'autres nations dirigées par des juntes, il est essentiel de comprendre que ce récit ne vise pas seulement à répondre à l'insurrection, mais qu'il s'agit aussi d'une question de contrôle. Les puissances externes cherchent depuis longtemps à maintenir une emprise sur l'Afrique, souvent par le biais de bases militaires, de la dépendance économique et de l'influence politique. Plus ces nations semblent chaotiques, plus il est facile pour ces puissances de s'imposer sous le prétexte d'apporter de l'aide ou de stabiliser la région. Mais l'histoire a montré que cette soi-disant aide vient souvent avec des conditions attachées, des conditions qui limitent la souveraineté des nations africaines et leur capacité à déterminer leur avenir. Dans cette optique, il devient clair que ces attaques ne sont pas de simples actes de violence aléatoires. Elles font partie d'un jeu géopolitique plus vaste et complexe, où des acteurs externes, utilisant souvent des groupes insurgés comme pions, cherchent à déstabiliser les gouvernements qui remettent en question leur influence. En faisant paraître ces gouvernements faibles ou incompétents, ils peuvent justifier une nouvelle intervention et retrouver le contrôle qu'ils ont perdu. Alors, la population devrait-elle comprendre cela comme faisant partie d'un complot plus large? Absolument. Les peuples du Mali, du Burkina Faso, et d'autres nations africaines doivent voir au-delà du chaos immédiat et reconnaître les dynamiques de pouvoir sous-jacentes. Les attaques, bien qu'elles soient dévastatrices, ne sont pas seulement le reflet d'une faiblesse interne. Elles sont aussi le signe que ces gouvernements sont sur la bonne voie pour repousser le contrôle étranger. Plus ces attaques s'intensifient,
plus cela suggère que les puissances externes se sentent menacées par les efforts des juntes pour se libérer de leur influence. Quant à la question de savoir si les habitants doivent continuer à soutenir leur gouvernement de junte, la réponse dépend de ce que ces gouvernements représentent réellement. Si la junte est véritablement engagée pour la souveraineté, la transparence, et l'amélioration des conditions de vie de son peuple, alors le soutien local est essentiel. Cependant, ce soutien doit s'accompagner d'une exigence de responsabilité. La junte ne peut pas simplement s'appuyer sur une rhétorique anti-occidentale pour justifier son pouvoir. Elle doit tenir ses promesses d'améliorer la sécurité, de réduire la corruption et de créer des opportunités pour ses citoyens. En fin de compte, la décision de soutenir ou non la junte revient au peuple, mais cette décision doit être prise en pleine connaissance des forces externes en jeu. Les attaques et les récits qui les entourent ne concernent pas seulement l'insurrection, ils concernent l'avenir de l'Afrique et la question de savoir qui la contrôlera. Les habitants doivent décider s'ils permettront aux puissances externes de dicter leur avenir, ou s'ils resteront aux côtés de leur gouvernement, aussi imparfait soit-il, dans l'espoir de bâtir une nation véritablement souveraine et autosuffisante. Qui, selon vous, se cache derrière toutes ces attaques? Avez-vous trouvé le véritable coupable? Sont-ils les dirigeants qui essaient de sauver l'Afrique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quelqu'un de bien familier est-il derrière tout cela? Vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche à côté pour être informé de nos nouvelles vidéos. Nous avons décidé de présenter des vidéos sur des sujets peu discutés, comme la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des peuples noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.